Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, notre invité est un des plus grands philosophes contemporains, écrivain, sociologue, bonneurologue. Oui, je l'ai inventé pour lui. Il a vendu plus de 10 millions de livres, traduits dans 25 langues. Frédéric Lenoir nous fait le grand honneur d'être avec nous sur le plateau aujourd'hui. Bienvenue, vous allez bien, bonne année. Karine, bonne année. On peut encore se le dire. Bonne année à tout le monde, absolument. Et comme tous les dimanches, je suis entourée par des soleils. Isa est à mes côtés, bien entendu. Elle partage désormais sa table avec un scientifique. François a fait son grand retour la semaine dernière. Oh là là, pour notre plus grand plaisir. Bonjour. Comment allez-vous, tous les deux? Ah, fort bien. Depuis la semaine dernière. C'était chouette, hein? On a bien ri. Et bien mangé. Je digère encore. Digère, parce qu'on a mangé une galette des rois. Et d'après vous, qui a eu la fête, Frédéric Lenoir? Bah, c'est toi, non? Bah voilà, exactement. Notre reine Il n'y a pas de mystère. Notre queen. Notre queen. On a triché. Non, je plaisante. Si. L'Odyssée du sacré, c'est le titre, Frédéric Lenoir, de votre tout nouveau livre. Un travail colossal, hein, qui vous a occupé pendant 35 ans. Bah, disons que c'est le fruit de 35 ans de réflexion, de recherche, mais je n'ai pas mis 35 ans à l'écrire. Ah, vous n'êtes pas resté dans une grotte pendant 35 ans. Exactement. Non, mais ça vous a préoccupé pendant 35 ans. Alors, c'est 10 millions d'histoires, hein, des croyances et des spiritualités qui ont eu le plus d'impact, finalement, hein, au niveau de la conscience humaine. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Bah, en fait, il n'y a pas une civilisation dans l'histoire humaine qui s'est développée sans spiritualité. La spiritualité a toujours été, depuis qu'on connaît Sapiens, en tout cas, au cœur de ses préoccupations. Et la première chose, c'est le rituel des morts. C'est-à-dire qu'au fond, Sapiens, c'est à ritualiser la mort, alors que d'autres hominidés avant lui, et notamment d'autres animaux, abandonnent les corps. Et pourquoi, à un moment donné, on découvre, il y a 150 000 ans, Sapiens se met à mettre les morts en position fœtale. Il les enterre, la tête orientée vers l'est. Il met de l'ocre rouge sur eux. Il va mettre des armes, il va mettre de la nourriture. Et bien tout ça montre qu'il croit probablement ont une vie après la mort. Et donc la question de la mort et de l'immortalité de l'âme, c'est probablement la naissance de la spiritualité et une préoccupation pour quelque chose d'invisible. Et c'est ça la spiritualité, ça touche à l'invisible. Et ça va donner naissance à toutes les religions, les croyances, etc. Donc je pense que la question de la mort est centrale. Après, on a dans l'histoire, parce que c'est une histoire de 150 000 ans que je raconte, on a des moments très forts. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la période axiale de l'humanité. Ça a lieu, axial, parce que ça a lieu au même moment dans toutes les civilisations, sans que les gens se soient contactés. Ils vont avoir les mêmes intuitions. Et on va avoir apparaître le bouddhisme en Inde, on va voir apparaître la philosophie en Grèce, on va voir apparaître le taoïsme et le confucianisme en Chine, les prophètes d'Israël, le zoroastrisme en Perse. Et ce sont des gens qui vont avoir les mêmes grandes intuitions, à savoir que il existe un monde invisible, la possibilité d'avoir une vie après la mort, on rejoint cette idée-là, et qu'il faut faire un travail sur soi, que cette vie est importante et qu'il faut essayer de s'améliorer en tant qu'être humain et qu'on atteint le bonheur parce que on va faire un travail sur soi, un effort de conscience, de connaissance et surtout on met l'amour au-dessus de tout. Et ça c'est présent dans tous les grands courants spirituels du monde. Et ça a transformé l'humanité. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, après les religions, qui sont la dimension plus collective de la spiritualité, vont véhiculer de la violence, etc. Mais disons que ces messages-là sont universels et ils apparaissent au même moment, il y a à peu près au milieu du premier millénaire avant notre ère. Alors, à vous entendre, hein, la clé d'un bonheur durable serait de remettre du sacré au cœur de nos vies. Alors, le terme sacré, c'est vrai que pour beaucoup, aujourd'hui, il est mal perçu ou mal compris. Est-ce que vous voulez revenir sur la définition du mot sacré ? Ben en fait, moi j'utilise la définition un peu anthropologique, c'est-à-dire qui est en rapport avec l'être humain, qui est universel. C'est que le sacré, je le définis comme un sentiment, une émotion, un sentiment, devant l'émerveillement, devant la beauté du monde, devant le mystère de la vie, devant le mystère de la mort. On ressent quelque chose qui nous dépasse. Face à une naissance, il y a du sacré. Face à la mort, il y a du sacré. On est touché, il y a quelque chose qui nous dépasse. On est devant quelque chose qui est plus profond que simplement un événement anecdotique. Face à la beauté du monde, un paysage, un coucher de soleil, on est bouleversé. Et Einstein le dit très bien. Il dit au fond, je ressens l'émotion la plus profonde devant le mystère de la vie. Et c'est ça qui fait que Einstein nous dit, on a inventé l'art, la science et la religion. Si l'être humain a inventé l'art, la science et la religion, c'est parce qu'elle a le sens du sacré. C'est-à-dire quelque chose qui le dépasse. C'est magnifique. Vous remettez du sacré dans votre vie, à votre façon? Alors moi, avec mes plantes, j'aime énormément regarder mes plantes pousser. Ça, là, il y a, Faut être patient. Ça vous crée une émotion. C'est le mystère de la vie. Vous voyez, en prendre soin, invisible. Ouais. la laisser revenir, voir qu'il y a eu plein de nouvelles pousses, c'est magique.
Et vous, François? Oh, non, moi j'ai un péché mignon, moi je collectionne les antiquités égyptiennes, donc ça remet du sacré chez moi. Eh ben Je suis oui. obligé de l'accepter comme Et ça. vous ressentez quelque chose? Parfois, en étant pourtant athée, vous voyez, il y a quand même un respect. Et ça, il y c'est a quand même- important que tu dises ça, parce qu'effectivement, on peut être athée et avoir un très grand sens du sacré. Einstein, il n'était pas croyant, mais en même temps, il avait un très grand sens du sacré. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un mystère. Ce qu'il dit, c'est qu'au fond, le mystère nous dépasse. On ne comprend pas. La vie reste mystérieuse. La science n'a jamais découvert le pourquoi du comment de l'existence. Donc on a des explications qui vont changer régulièrement. Mais le mystère de la vie en soi, on l'a jamais pénétré. Pourquoi est-ce qu'il y a de la vie plutôt que rien? Pourquoi est-ce qu'on a de la conscience? Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Sommes-nous vivants? Déjà... Aimons-nous, surtout vivants. Et vous, Karine, comment vous mettez du sacré dans votre quotidien? Ah bah moi, la prière. La pratique, Ah bah, ouais. la pratique biblique, spirituelle. Oui, ouais, c'est là où en fait je me ressens en fait dans cette. En fait, c'est presque rejoindre cette unité en fait entre le petit soi et le grand soi. Et c'est là où on rejoint l'unité, où on ne fait qu'un avec le grand tout. Et je trouve que c'est une joie suprême. Mais moi, tu sais, le sacré, je l'ai découvert dans la nature quand j'avais 7-8 ans. On avait la chance d'être à la campagne, il y avait une forêt derrière, j'étais me promener pas loin de la maison et il y a eu un rayon de soleil dans une clairière, il y a un faisan qui s'est levé magnifique, il y avait c'était l'hiver, il y avait un peu de brume, c'était tellement beau que j'ai pleuré de joie. Tellement c'était beau. Et là, je me suis dit, c'est pas le hasard qui a créé ça, quoi. Il y a quelque chose derrière ça, il y a une harmonie, il y a une telle beauté. Ce sont les petites fées de la forêt. Voilà, exactement. Mais vous savez, en fait, moi je pense Alors que après, je nomme pas, je sais pas. Mais je me dis, il y a quelque chose qui me dépasse. la contemplation ouvre le grand soi. Tout à fait. Hein, finalement, ouvre Ouais. le sacré. On oublie de contempler. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais complètement. De se poser. Et Vous aimez ça? simplement, moi, j'adore ça. C'est-à-dire que j'aime, par mes sens, c'est-à-dire la vue, le goût, l'odorat, etc., être très présent à la beauté du monde. Et donc, j'ai la chance de vivre en Corse, dans une petite maison qui est au bord de mer. Et là, mais j'assiste tous les jours à un émerveillement de regarder la mer, de voir les oiseaux. Il y a des mouettes, il y a des dauphins qui passent pas très loin. Et puis la beauté de la nature autour de moi, l'environnement qui est très sauvage. Mais là, je regarde, je sens, je goûte les odeurs du maquis en Corse, c'est extraordinaire. Et donc, c'est quelque chose qui me connecte par mes sens à quelque chose qui me dépasse, que je ne nomme pas. Mais alors, comment ramener du sacré dans la vie de tous les jours pour ceux qui nous regardent et qui finalement n'arrivent pas à ressentir finalement cette grande Mais puissance on peut le invisible. ramener par plein de choses. La musique, par exemple. Ah, La musique nous bien connecte sûr. au sacré. Il y a un... Parce que tout le monde n'a pas un dauphin devant son balcon. Non, tout à fait. Mais tout le monde peut écouter une musique qui le bouleverse. Oui. Sioran, qui est un philosophe complètement athée, matérialiste, il dit, quand j'écoute Jean-Sébastien Bach, j'ai envie de croire en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Magnifique. qui m'élève l'âme. La poésie nous ouvre complètement au sacré. Moi, quand je lis Victor Hugo, Les Contemplations, ou Bobin, etc. et tout, je suis ému, il y a quelque chose qui me dépasse. Et donc, il y a plein d'entrées vers le C'est sacré. extraordinaire ce que vous dites, parce qu'on oublie parfois d'aller faire l'effort d'alimenter l'art et la culture. Tout à Un fait. bon livre, votre livre par exemple, c'est une traversée. C'est vrai, c'est l'Odyssée du sacré. Et ça ouvre quelque chose. Un livre aussi peut vraiment nous amener au Tout à fait. sacré. La science, Einstein disait, la science vient de ce sentiment du sacré. Quand vous étudiez l'astrophysique, ça vous met devant quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'il y a des sciences qui nous font toucher le sacré parce qu'elles touchent à l'infiniment grand, à l'infiniment petit, qui est un émerveillement. C'est extraordinaire. Alors, je vais vous faire une confidence, parce que c'est vrai que dès que j'aborde sur le plateau trop de questions métaphysiques, spirituelles, souvent, on a moins d'audience. Les gens Et zappent. pourtant, vous dites que les êtres humains ont un besoin infini d'humanité et de sacré dans leur vie et de spiritualité. C'est vrai. Mais alors Où est la faille, d'après vous? Peut-être que ce qui fait décrocher, c'est la confusion entre sacré, spiritualité et religion. C'est-à-dire que la religion fait un peu peur. Et dès qu'on parle de sacré, on dit on va parler de religion. Mais pas forcément. La religion, c'est la dimension collective. C'est la dimension sociale, c'est la dimension politique, dogmatique parfois. du sacré. Donc les religions, beaucoup de gens en ont marre des religions. Parce qu'on voit la violence, on voit les guerres, on voit tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Et dans la religion, il y a de la spiritualité. Mais il y a de la spiritualité en dehors des religions. Et on peut être
pas du tout religieux et extrêmement spirituel, parce qu'on a une vie intérieure, parce qu'on a le sens du sacré, parce qu'on est sensible à la beauté, à la poésie, etc. Donc la spiritualité, c'est une dimension personnelle, intérieure, dont on a tous besoin. Et comme vous le disiez, on ne peut pas respirer vraiment sans spiritualité. C'est aller à l'intérieur de soi pour trouver cet espace intérieur où on se connecte au monde avec profondeur. Et c'est pas simplement un rapport utilitariste au monde. Dans la spiritualité, il y a de la gratuité, il y a de l'ouverture du cœur. Au fond, on pourrait résumer tout ça à l'amour. La spiritualité, c'est l'amour, tout simplement. C'est vivre dans l'énergie de l'amour. Et ça, qui n'est pas sensible à ça? À l'amour? Oui, ben voilà, c'est ce qui fait tourner le monde. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et on est prêt à renoncer à tout pour avoir l'amour. Et quelqu'un qui a tout et qui est très riche et qui n'a pas d'amour, il n'a rien. Et donc on sait très bien que c'est la chose la plus importante au monde. Et c'est une manière finalement de comprendre la spiritualité. Ah, vous vous êtes entouré de penseurs, de philosophes, de scientifiques. C'est très documenté finalement aussi ce livre. C'est une vraie... Mais c'est très simple. C'est-à-dire que j'essaie de l'écrire pour que tout le monde, les gens qui n'ont pas fait d'études, puissent le comprendre. Vous êtes un philosophe qui finalement vulgarise, je trouve, la spiritualité et la philosophie. Et l'histoire. Et l'histoire aussi. Donc j'essaie de raconter... Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné? Il y a une étude où il y a une période où le sacré était vraiment au cœur de la civilisation qui vous a fasciné lorsque vous avez écrit ce livre? Alors moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire que le paléolithique, c'est la préhistoire. C'est la période, on va dire, il y a moins de 12 000 ans, dans lequel on vivait dans des petites tribus de nomades, chasseurs-cueilleurs. Et puis il y a eu un grand bouleversement climatique. Il y a eu un réchauffement climatique, on est sorti des grottes, etc. Et on a commencé à se sédentariser. C'est là qu'on a inventé l'agriculture, l'élevage et qu'on a arrêté de nomadiser. Et à ce moment-là, ce que j'ai observé qui est passionnant, c'est que ça entraîne un changement complet de la spiritualité et de la religion des humains. C'est-à-dire qu'avant, on était inséré dans la nature et donc la seule religion qui existait, c'était le chamanisme ou l'animisme. C'est-à-dire qu'on croyait qu'il y avait tout était la nature était habitée par des esprits invisibles. Et vous avez invité souvent des chamans ici. Et donc on se reliait aux esprits invisibles de la nature, notamment pour chasser. Et puis d'un coup on se sédentarise, on oublie les esprits invisibles de la nature, et on va inventer les dieux et les déesses de la cité. C'est-à-dire qu'on passe d'une dimension horizontale où on fait partie de la nature, on se coupe de la nature, on met des enclos autour des villages pour se protéger des bêtes sauvages, et on va se créer des dieux à notre image. Et c'est à ce moment-là que les religions antiques vont apparaître, et là c'est un changement complet, et ça va tout changer. C'est là que va apparaître le patriarcat, c'est-à-dire que l'homme va dominer la femme, parce qu'on va rentrer dans une hiérarchie. C'est l'idée qu'il y a des dieux supérieurs à tout le monde, ensuite il y a l'être humain qui lui domine la nature. Et à l'intérieur de ça, on va inventer d'autres hiérarchies. C'est que l'homme est supérieur à la femme, par exemple. Et donc la notion de hiérarchie, la notion de verticalité, elle apparaît avec la sédentarisation. Alors qu'avant, on était à l'horizontalité et il n'y avait pas de dominant. L'homme n'était pas supérieur à la femme, l'être humain ne se considérait pas comme supérieur aux autres animaux. Et tous nos problèmes viennent de là. La crise écologique vient de là. La domination de la femme pendant des millénaires qui a entraîné une catastrophe pour les civilisations qui sont devenues compétitives, violentes, etc. Ça vient de là. Et donc, au fond, pour moi, le grand tournant catastrophique, c'est la sédentarisation. C'est l'invention de la propriété privée, avec tout ce que ça va entraîner comme violence, comme injustice, etc. Et donc là, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important, qu'on n'en est pas sorti, et que maintenant, il faut essayer de gérer les conséquences de ça. Et vous allez nous donner les clés, justement, parce que j'imagine que vous vous êtes posé sur cette question-là. Mais avant cela, une petite pause, parce que je pense que s'il était philosophe, vous auriez Descartes, cartésien. Oh là là. François. Merveilleux. Et c'est le retour de votre nouvelle pastille, c'est la science et le fantastique. Oui. Ah là là, je me lasse pas de ce jingle, ça vous va tellement bien. Alors, dites-nous tout. Moi en blouse blanche avec une baguette. Est-ce que vous croyez à la télépathie, Frédéric? Tout à fait. Oui. Je suis convaincu qu'on peut, alors je n'ai aucune preuve scientifique, mais je suis convaincu qu'on peut communiquer par la pensée. Karine? Vous entendez pas là? Si. Si. Isa aussi? Oui, j'y crois tout à fait. Oui, j'allais le dire, là, cette idée. Moi, franchement, entrer en vous et savoir ce que... Oh, dis donc. Okay. Oui, c'était un lapsus révélateur. Pouvoir communiquer... Voilà comment il est arrivé dans le mât qui fait du bien. Exactement. Enfin, la vérité éclate. Communiquer par la pensée, évidemment, l'idée est séduisante. On pourrait, par exemple, parler de vous sans que vous le sachiez. La Karine et moi, on pourrait échanger des choses. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, 40% des Français y croient. 40% des Français. C'est quand même énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a même qu'il y a quelque chose avec la télépathie. Avant que vous parliez de science et de télépathie, je voudrais qu'on fasse une expérience. Ah oui, on adore ça. Oui, parce qu'il paraît, selon certains psychologues cognitifs, qu'il y a des télépathes qui naissent avec cette
capacité de mentalisme, et il y en a d'autres qui doivent la travailler longtemps pour l'acquérir. Donc nature et culture, c'est pas forcément antinomique, on peut acquérir cette capacité. J'ai préparé des petits chiffres. C'est pas vrai, vous avez fait un petit jeu. J'ai bricolé des petits chiffres. J'étais même pas au courant, je trouve ça génial. Ok. C'est vous? Oui, c'est moi qui... c'est des chiffres. On n'a pas beaucoup de budget, vous avez vu, la semaine dernière, c'est Isa qui a fait les dessins, c'est vous qui avez fait. J'ai imprimé... Et on a fait à manger ce midi pour tout le monde. Hein. Découpé, bricolé. Alors je vais vous demander une petite chose, c'est simplement de fermer les yeux pendant que je vais choisir un chiffre et le montrer aux téléspectateurs. Ne trichez pas. Donc je montre, pour vous, voilà, on est d'accord, c'est ce chiffre-là que moi, visualise et que je vais essayer de transmettre à Frédéric, à Isabelle et à Karine. Karine, parfois vous êtes assez forte. On avait fait déjà des expériences et vous aviez 100% de juste. J'ai pas le droit d'ouvrir les yeux? Si vous pouvez ouvrir les yeux, c'est bon Frédéric, vous allez vous endormir. Restez avec nous. C'est parti. Je le visualise, ce chiffre, c'est de 0 à 9. Quel est d'après vous le chiffre que j'ai montré aux téléspectateurs? Il est fort, Frédéric. 3. 7. 7. Vous êtes sûr? Ouais. Non, alors c'est le chiffre 4 que j'ai montré aux téléspectateurs. Vous n'étiez pas loin. Bon, Non, mais c'est peut-être vous aussi qui n'êtes pas doué pour nous transmettre. c'est exactement ce que je Mais voulais dire. complètement. Parce que Isa et moi, je suis sûre que ça aurait marché. Voilà, très mauvaise perdante, mais c'est moi. Bon, Il faut qu'on s'entraîne. Hein. faut qu'on s'entraîne. On est assez proche, ça aurait pu fonctionner à un près. Vous étiez trop loin, le chiffre 7, ça marchait pas. Ah, c'est peut-être ça, Parce c'est que la nous, c'est distance. notre niveau vibratoire, il est trop haut. Bon, alors je voudrais pas casser la baraque, mais autant vous dire tout de suite, pour les scientifiques, la télépathie n'existe pas. Ce sont des erreurs, des jolies erreurs du cerveau. Ils calculent des milliers de fois à la seconde, le cerveau, et parfois, ils se trompent et ils nous laissent penser que, bah tiens, on a capté quelque chose. Et ce petit quelque chose, ce serait pour les scientifiques une erreur du cerveau qui parfois fonctionne. Et j'en ai pour preuve une expérience qui a été réalisée en Inde par un institut public de neurosciences. Vous allez voir, elle est assez surprenante. Ils ont demandé à un scientifique de dessiner une forme. On regarde la forme, parce qu'elle est prête, je vous la montre. C'est une forme assez complexe, ok? Cette forme-là, C'est spécial. C'est votre spécial, fils, oui. Isa, qui a fait le Exactement, j'étais exactement en train de penser ça. oui, je veux dire, avec une forme comme ça, on peut éliminer le hasard, parce qu'il faut quand même essayer de la Ça refaire. ramène pas du sacré, quoi, en fait. Si on met de la couleur, si. Et ils ont testé un télépathe, un mentaliste qui s'appelle Gérard Sénéi, qui est un Américain. Et ils lui ont mis des électrodes sur le cerveau, ils lui ont dit... le scientifique va te transmettre cette forme. À côté de lui, ils ont mis un cobaye qui lui aussi devait essayer de réceptionner la forme. Alors voici ce que le cobaye a dessiné. Complètement raté. Là, par oui, en exemple, effet. c'est... On y est presque, on y est presque. On n'y est pas du tout. Le stylo est bon, le stylo noir est bon. En revanche, le mentaliste Gérard Sénéi, il a dessiné ça. Ah, c'est pas Vous loin. vous rendez compte ? On est quand même pas très loin. Ouais. Et avec ces électrodes sur le cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre le cobaye qui se plantait et Gérard Sénéi qui réussissait sa forme. Chez Sénéi, s'activait une zone là derrière qu'on appelle le gyrus parahippocampique droit, c'est juste ici derrière, sauf que c'est une zone activée dans l'empathie et l'ouverture aux gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'en travaillant son ouverture, sa réception comme c'est ça aux magnifique. choses, Ouais, j'adore. eh bien, on peut arriver à accéder à des facultés de mentalisme et de télépathie. Mais moi, je me suis demandé, et dites-moi ce que vous en pensez, Frédéric Lenoir, est-ce que c'est pas une forme de c'est pas de la télépathie, c'est de l'intuition. Ça vient de là, en fait. Non? Mais c'est ce qu'a ouvert le cerveau, en tout cas du c'est ça, non, mentaliste. C'est le même cœur dans plusieurs corps différents. Voilà, c'est ça, exactement. Oh là Notez là. le mot empathie, c'est très important. C'est peut-être ça qui nous manquait là, il fallait qu'on soit encore plus en chaleur tous ensemble. En chaleur. Non, mais d'ailleurs, franchement, on le voit, qu'on est très relié à des êtres par le cœur, qu'on aime profondément, on ressent des choses qu'ils ressentent. Moi, je me souviens très bien que mon père, qui voyageait tout le temps, il était un jour à l'autre bout du monde. Ma mère, à un moment donné, a fait une dépression. Il l'a téléphoné au milieu de la nuit en disant « Je sais que tu vas mal ». Et elle allait très mal à ce moment-là, etc. Donc, on peut se connecter à des êtres qu'on aime. On sait qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, donc c'est C'est ce que j'appelle un peu développer ses antennes bienveillantes, finalement. Hein, c'est ça? Oui, oui, et du Parce coup, que on même est en songe, réceptif. on peut ressentir. Vous n'aviez pas une anecdote avec un ami où justement vous aviez fait un songe, où vous aviez... Il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'avez raconté une anecdote, Isa. Alors, on me prenait un peu de cours, mais c'est vrai que, non, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de ressentir ces choses-là. Moi, si je rêve de quelqu'un qui doit me dire, ben, c'est ça. Moi, j'ai fait un rêve. C'était un ami qui me disait, écoute, Isabelle, Voilà. j'ai quelque chose de très important à te dire, et ça s'arrêtait là. Et du coup, je l'ai appelé.
Et il avait quelque chose à me dire. Et du coup, il m'a dit en face. Bon, c'était un peu privé, mais voilà. Ton rêve, t'as fait une sorte de teasing. Exactement. Voilà, un texto songe. Oui, et j'avais pas reçu de texto de lui dans la nuit. Il n'y a rien qui avait activé mon cerveau par rapport à ça. Impressionnant. En tout cas, j'adore. Vous aimez Ça. jouer surtout. Non mais je suis contente que vous soyez là et revenu. Ah, c'est merveilleux. Moi aussi, très. Vous restez avec nous, Frédéric Lenoir aussi. En seconde partie de l'émission, vous allez voir, Isa va nous faire désormais chaque semaine un test psychologique. Nous allons jouer tous ensemble aussi sur le plateau pour mieux savoir qui vous êtes, Frédéric Lenoir. Et puis, tout de suite le temps peut-être d'essayer de lire dans les pensées de votre voisin. Hein, Ou de votre voisine. ou de Réjouissant. votre chat, chien, etc. quoi. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous sommes avec Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue, auteur de nombreux best-sellers. Il nous présente son tout nouveau livre, L'Odyssée du sacré. Vous allez voir que les questions profondes sont souvent les plus simples. Comment remettre du sacré dans sa vie? Quels sont les rituels qui font du bien? C'est notre programme de ce matin. Mais avant cela, la semaine dernière, vous avez adoré sa toute nouvelle chronique. Isa revient avec un test de personnalité. On va tout savoir sur vous, hein, Frédéric Lenoir. Ah, enfin. Ouh, enfin. Mais qu'est-ce que vous êtes mignon en jingle. On est merveilleux et encore plus en vrai. Alors, en toute humilité, bien évidemment. Autopromo. Donc moi, ce qui me passionne, c'est de savoir qui vous êtes, c'est de sonder votre âme, de sonder votre esprit, d'aller chercher vraiment ce que vous cachez. Et pour aujourd'hui, on va, à travers les clés, vous allez voir, on va aller chercher vos besoins. Alors si déjà, là, vous pensez à votre besoin principal pour 2024, vous pensez à quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi ce signe de tête? On n'y a pas réfléchi. Mais j'ai pas envie de le dire longtemps. Moi non plus. Ok, Non, on a deviné tout de suite. eh bien, nous Voilà. allons continuer. Et Ça change pas ce que je vois. Vous aussi, on ne peut pas le dire, François? Aussi des voyages. Merci c'est beaucoup vrai de sauver ma chronique. Donc, je vais vous montrer 4 clés. Je vais vous inviter à les regarder de façon très intense, très concentrée. Elles n'apparaissent pas encore, sinon c'est de la triche. D'accord. Ça va apparaître pendant quelques secondes et vous allez choisir la clé qui vous interpelle le plus. Ce qui va être intéressant dans la clé que vous allez choisir, c'est parce que les détails vont ramener à des besoins en vous que je vais vous dire qui peuvent être conscients ou non. Alors, qui êtes-vous ce matin en plateau et téléspectateurs? Eh bien, c'est maintenant avec les clés. Oh là là, teasing. J'adore les clés, moi. Oh là là. Ah. Ah, elles sont belles, hein. Oh, ok. Allez, je suis sympa, je vous laisse encore 5 secondes parce que je suis sympa, mais pas trop. Hein. Ok. Oh, j'hésite. Ah, moi aussi. Hein. Oh, j'hésite. Je sais, vous voyez, François, comme on hésite Ouais. entre la bleue et la dorée. Oui, exactement. Bah oui. Moi aussi. Bah oui, c'est les forcément. couleurs qui nous attirent Ouais, le on est plus. d'accord. Incroyable. C'était. Ouais. Ouais, télépathie J'ai ou pas commencé par la télépathie? bleue, je suis parti sur la dorée après. Ah, c'est fou, moi aussi bleu et après doré. Et, Ouais. et là, on a pu. Alors, Alors, François. Bon, ben je commence par la bleue à La droite. bleue. Ouais, Karine moi, je pense que je prends la bleue aussi quand même. Et ben moi la dorée finalement. très bien. Alors, s'il y avait la verte, Perdu. parce que personne n'a voulu la verte, mais si les personnes nous regardent, le besoin principal, c'est vraiment de se lancer dans l'inconnu et d'aller tester ses compétences et ses capacités. Vraiment, la clé verte, elle met en avant ce besoin de se lancer soi-même des défis, de les relever et d'oser prendre des risques. Alors, évidemment, on respecte ses ressources et ses limites, on ne fait pas n'importe quoi. Je ne veux pas être responsable de mots dans le cahier, mais voilà, on prend des risques, on y va, vous avez les capacités pour le faire. Mais Isa, en fait, comment vous savez ça sur cette clé? Mais parce que je suis quelqu'un C'est quoi, c'est une étude d'incroyable. de Harvard, d'une école Alors- Au moins. C'est des associations symboliques. C'est des associations symboliques et c'est surtout, alors là, il y a pas, c'est le test de la clé, ça revient énormément de fois. C'est-à-dire que c'est repris dans différentes écoles. Quand je vous dis, ça peut être repris soit dans les études de psychologie, mais également dans tout ce qui est ressources sociales, dans tout ce qui est ressources humaines, etc. Et en fait, c'est la symbolique des clés avec la couleur qui est La liée forme. Ouais. à un objet. Forme et Je couleur. savais, mais c'était pour que tout le monde le sache. Mais j'aime quand vous me posez des questions. Donc le doré, il y a Frédéric. Frédéric Lenoir. Le besoin principal, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller face aux événements imprévus. Alors, je ne dis pas que pour les clés dorées, que l'année 2024 va être pourrie. C'est pas le projet. Par contre, il ne faut pas craindre les événements imprévus, il faut y aller. Lorsque on est sur une clé dorée, il peut y avoir cette peur que dès qu'il y a un événement imprévu, on retourne dans notre zone de confort. Ne le faites pas. Allez-y et vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même. C'est vraiment votre besoin principal. Ça vous parle ou pas? Ah oui, De voir. c'est tout à fait possible. Oui. Oui.
Le rose, donc vous avez pris. Non, bleu. Non, hein. non, non. Non, nous, c'est bleu. Pas encore. Le rose, le besoin principal, c'est de créer une nouvelle relation avec les peurs et les doutes. Rose, on peut aimer beaucoup tout ce qui est douce pensée, ça fait du bien, etc. Et dès qu'il y a un doute et une peur, hop, 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 ça me fait peur, je le fuis. Non. Le doute et les peurs sont très importantes. Il est dangereux de vivre sans peur. Douter, c'est remettre en question. Peur, c'est cerner le danger qui est autour de soi. Ayez des peurs, ayez des doutes, mais de façon équilibrée. Et c'est ce qu'on vous invite à avoir et à faire en 2024. Vous aviez choisi, vous avez quand même joué avant de le faire. Ah, moi, je suis tellement concentrée. Non, là, Non, Vous jamais. savez, je suis quelqu'un de très timide. Donc, à chaque chronique, je perds 10 ans d'espérance de vie. Donc, je me concentre énormément. Mais jouez un peu, Isa. Oh là là, jouez. détendez-vous, ça va, on est en famille. Mais je fais tout pour vous plaire, Karine. Oh là là, eh ben, c'est réussi. Ah, bon, alors, je me détends. Alors, la couleur. Et donc, le bleu, on est parti pour le bleu. Allez, on y bleu va. rose. Le besoin principal, c'est de faire preuve de persévérance. Ah, bah voilà, ça répond à mes besoins. C'est tout Ah si, il y a d'autres choses quand même. Oui, évidemment, évidemment. Non, non, j'attendais votre réaction. Là, en 2024, même si les choses ont été compliquées avant, même si les choses sont compliquées aujourd'hui, ce n'est absolument pas des signes pour dire que vous faites fausse route, pour dire Wow. que vous ne faites pas assez. C'est simplement l'imperfection de la vie qui est face à vous. Faites preuve de courage et de persévérance lorsque vous avez cette clé-là. C'est une qualité que vous avez innée en vous. Allez la chercher, nourrissez-la et faites de cette clé un cœur Oh, de diamant. merci, moi j'adore, ça répond vraiment et, oui. Bah, vous avez un peu choisi la bleue, vous pouvez le prendre aussi. J'étais entre les deux, ouais, Vous étiez et entre les deux me donc conviennent. Entre les deux, c'était la rose. Voilà, votre cœur Non, non. balance sur la rose, votre clé balance sur la rose. Et génial, vous avez terminé? C'est tout pour moi. Eh ben c'était super, j'ai beaucoup aimé. Merci On parle de beaucoup, vertu là, donc c'est courage et persévérance. C'est beau, non? D'être vertueux ou pas? Ah bah la vertu, c'est la clé du bonheur. Hein. C'est-à-dire effectivement d'être courageux, d'être prudent, d'être tempérant. Pour les Grecs, c'est la vertu qui nous permet d'être stable, c'est-à-dire d'avoir des qualités humaines qui nous permettent d'être bien avec soi-même et juste avec les autres. Et la vertu la plus importante, c'est la justice. Oh, j'adore ça, le glaive au fond de sa vie, La justice. de ne pas faillir. Et on ne peut pas vivre sans justice, sans société. Et donc la clé de la vie sociale, c'est la justice. Quelle est votre vertu? Moi, je pense C'est pas que le dire. des questions comme ça. Alors, je Et suis que pas... des questions, on ne peut pas répondre, je ne peux pas le dire. J'ai pas mal de vices, mais disons que je Alors, pense quel est que votre plus gros vice? Alors, je suis pas spécialement tempérant, j'aime bien manger, mais par contre, je suis assez courageux, voilà. Ah. Donc, j'ai pas peur d'affronter des difficultés, d'aller vers des choses un peu Vous pourriez risquées. aller jusqu'en prison, par exemple? Ça veut dire quoi? Pour la justice. Ah ben oui, tout à fait. Voilà. Ah, moi, Un j'ai pris Mandela, des- par exemple. Ah non, non, mais moi, j'ai pris des J'ai risques. cru que vous aviez un contrat. Lynn. Non, J'ai un mon contrat voisin à vous qui met la proposer. musique Je vais beaucoup vous- trop fort. Je vais le vous dimanche raconter soir. une anecdote. Je vais raconter Ah oui, une anecdote. allez-y. J'étais en Inde. Bon, c'était là, il y a longtemps, j'ai peut-être changé. Mais j'avais 20 ans. Je faisais un road trip en Inde avec le sac à dos. Et j'étais dans un bus dans le Ladakh. Et à un moment donné, il y avait deux gars, deux Français aussi, très costauds, dont j'ai observé le comportement au fil du temps du voyage. Ils étaient odieux avec tout le monde, etc. Et à un moment donné, on s'arrête à une petite route. Il y a une petite fille de 7-8 ans, en haillons, c'est la misère, quoi, qui met un espèce de petit tabouret avec des bouteilles, des canettes de Coca-Cola qu'elle vendait au bord de la route. Ils prennent, ils payent pas. Et là, je voyais cette fille qui était dans la misère, qui se fait voler par des Occidentaux. Je suis dans une colère telle, je vais les voir et je leur dis, mais non, vous allez la payer immédiatement. Et j'étais dans une colère telle que je me suis dit, les types, ils étaient peut-être des trafiquants, je sais pas quoi, enfin, il y a 10 fois plus grands que moi. J'ai pas eu peur. Je me suis dit, j'y vais, il faut que justice soit faite. C'est pas... Et ils ont senti mon énergie et ils ont payé et ça, on en est resté là. Mais Vous face avez à eu de un bleu, l'injustice. un bras cassé Oui, après, je me après. dis, j'aurais pu. Mais je supporte pas d'assister à une scène Magnifique. d'injustice. Alors, je sais pas si j'aurais le même courage si je voyais une bande de 10 personnes qui agressaient une femme dans le métro. Est-ce que j'aurais le courage d'aller la défendre? Je sais pas. C'est vous J'ai qui pas mettez été- le costume noir de chauve-souris. Mais en tout cas, je supporte. Avec le projecteur le Non, soir. non, mais on l'a trouvé. Voilà, c'est ça. On l'a trouvé, Bruce Wayne. Non, Et le samedi, le Je projecteur, ne il peux fait pas soirée rester bouffe. impuissant face à l'injustice. Ah, ça c'est beau quand même. Hein. Et vous, votre vertu? Allez-y, Isa. Ah, Vraiment, la je... photo- Autopromo. les bébés. Vous avez de la chance, là, je suis. Prenez la patate. Non, je pense aussi le courage et la capacité de résilience. De tomber, mais de toujours se relever. Moi, quand j'aime fort. Vraiment. Wow. Avec beaucoup de protection. Non, on ne dit etc. rien, Karine. Non, non, voilà. Non,
Non, non, mais c'est vrai, voilà, je protège les gens que j'aime. Et vous et vous Moi, peut-être la persévérance. Ah oui, j'allais dire, c'est ce qui m'est venu qu'on a C'est dit, pas toi. vrai, incroyable. T'es quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui a beaucoup de persévérance. Mais c'est aussi une forme de courage, hein, la persévérance. On peut continuer sur moi, allez-y, j'adore. Vous êtes On peut incroyable, changer d'interview. Merci Frédéric Lenoir. Alors vous croyez, comme Boris Cyrulnik, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, à une nouvelle spiritualité laïque permettant de rencontrer Dieu, ou le sacré de différentes manières. Comment l'expliquez-vous? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se bloquer sur le mot Dieu. C'est un mot qui a été inventé culturellement dans les religions, qui exprime quelque chose qu'on ne sait pas finalement. Parce que quand vous voulez définir Dieu, quand on a posé la question à Einstein, est-ce que vous croyez en Dieu, il a répondu à son interlocuteur, dites-moi qui est Dieu, et je vous dirai si je crois en lui. Et personne ne peut dire qui est Dieu. Et donc Dieu, c'est un mot qui parle du mystère, tout simplement. Du mystère de la vie, du mystère du monde. Et donc, au fond, il existe, oui, une spiritualité pour tous ceux qui ne nomment pas, mais qui sentent qu'il y a une dimension sacrée dans la vie, qu'il y a un mystère qui nous dépasse, comme Einstein. Et donc, cette spiritualité laïque, elle est très présente. Il y a André Comte-Sponville, a écrit un livre entier là-dessus, en disant, moi je suis athée, je suis matérialiste, mais je suis très spirituel. Et je crois qu'il y a une spiritualité laïque. Et donc, cette spiritualité laïque, elle s'incarne à travers une vie, à travers des comportements, à travers la justice, à travers le désir de s'améliorer, d'être en paix avec soi-même, en paix avec les autres. C'est toute cette dimension-là qui s'exprime dans la spiritualité laïque. Et ce que nous dit Cyrulnik est très intéressant, c'est qu'il a étudié beaucoup donc la psychologie des gens, et il nous dit au fond, les gens qui sont très spirituels, qu'ils soient croyants en une religion ou non, sont plus heureux que les autres, globalement. Parce que la spiritualité donne du sens à la vie. Ça permet d'avoir une stabilité intérieure, d'avoir des convictions fortes, etc. Et donc on est plus heureux, et on vit peut-être plus longtemps aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, la spiritualité, c'est quoi pour vous? Ça serait quoi votre définition? Parce que aujourd'hui, est-ce que l'ésotérisme, par exemple, pour vous, fait partie de la spiritualité ou c'est la spiritualité? Non, l'ésotérisme, c'est une dimension particulière. Il y en a beaucoup qui se disent spirituels parce qu'ils font de l'ésotérisme. Oui, mais pour moi, la spiritualité, c'est d'abord relié à la connaissance et à l'amour. Et donc, à partir du moment où on est dans un chemin de connaissance de soi, du monde, et qu'on est dans l'amour, on est spirituel. Et après, ça peut s'incarner de mille manières. L'ésotérisme peut être une voie de spiritualité, mais il y a des gens qui sont dans l'ésotérisme qui n'ont aucun amour et qui sont que dans une connaissance purement abstraite qui leur donne du pouvoir. Et dans ce moment-là, on n'est pas dans la spiritualité. On peut avoir donc c'est important. la spiritualité, c'est vraiment lié au cœur et à la transformation de soi. C'est le désir de s'améliorer, c'est grandir en humanité. Voilà. La spiritualité. Oh, c'est beau. J'ai l'impression de vous entendre, c'est le discours que vous avez, c'est vraiment ce qui anime votre cœur à vous, ça. Encore. Vous êtes formidable, j'adore votre tenue aujourd'hui, vous êtes belle, Karine. Alors, d'ailleurs, comment vous installez la spiritualité dans votre vie, Frédéric Lenoir? Vous faites de la méditation, il me semble, non? Oui, mais depuis 35 ans. Donc moi, je l'installe en fait déjà à travers une qualité de présence au monde. Ce que je disais tout à l'heure, j'essaie, quand je suis dans la nature, de regarder, d'être là, de contempler. Vous voyez, la contemplation. Donc la qualité de présence aux autres. J'ai pas été toujours comme ça. Souvent, j'étais pris dans ma tête, dans mes idées, et je parlais à quelqu'un en pensant à autre chose. Ouais. Maintenant, je fais une attention à être vraiment présent, à regarder la personne, à être sensible à ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, à être en empathie. Donc pour moi, la spiritualité, ça s'incarne dans une qualité de présence à soi et aux autres. C'est d'abord ça. Et après, je peux avoir des rituels. Et là, Cyrulnik, une chose passionnante qu'il dit, il n'est pas le seul, c'est que l'être humain a besoin de rituels. Et que pourquoi les religions peuvent structurer les sociétés et les individus, c'est qu'elles donnent des rituels. Donc le rituel, quelque part, ça permet de dépasser l'angoisse, la peur. On a tous des angoisses et des peurs qui sont liées à la mort, à l'incertitude. Le monde est incertain, le monde est chaotique, on ne sait pas où il va. Mais le fait d'avoir des rituels, ça nous permet d'avoir des repères quotidiens. Les enfants ont terriblement besoin de rituels. Les animaux ont besoin de rituels. Moi, j'ai des chats en Corse. Quand ils savent qu'à 16h, je vais faire la petite promenade sur le terrain, machin, mais ils sont là. C'est très important pour eux. Donc, les enfants, les animaux ont besoin de rituels parce qu'ils sont dans cette innocence dans laquelle ils sentent qu'ils ont besoin de sécurité. Et un adulte, je pense, a besoin de poursuivre des rituels aussi pour se structurer. Le rituel beauté, ça compte pas. Le morning routine. Pourquoi pas, à la limite. Vous en avez, vous, des rituels, justement? Comment vous installez la spiritualité dans votre vie? Est-ce que vous l'installez l'amour? Oui, j'imagine. Isa.
Oui, bah, moi, c'est par la méditation et également par l'ancrage. Et je le dis souvent, moi, tous mes rituels sont très tournés autour du fait de réveiller et de prendre soin de ma maison. En fait, j'ai une maison en pierre qui est très ancienne et je la considère comme un membre de ma famille. Wow. Et le fait d'en prendre soin ritualise ma vie parce que chaque jour, ouvrir les fenêtres, faire ci, faire ça, etc., ça ritualise la vie, ça m'ancre et ça me rassure. J'ai une affection toute particulière pour ma maison, vraiment. Magnifique quand même. Hein. Et moi, par exemple, quand je médite... C'était à moi, prie- là. J'ai cru que c'était... Bah, vas-y, François. Non, allez, non, François, Non, j'allais dire- vous êtes mal élevé. C'est notre invité Je aujourd'hui. vais juste dire, le café le samedi matin avec les amis, essentiel. c'est un rituel. C'est vrai, aussi. Mais en vérité, voilà, il se Voilà. passe beaucoup de choses. C'est très important de sentir ça. Et tu as raison de dire que le rituel, c'est pas que pour soi. C'est aussi des rituels de convivialité, des rituels sociaux, c'est vrai. en fait. Mais vendredi d'ailleurs, avec, bah, dans tous toute les société, on a des rituels collectifs, hein, c'est évident. Mais vous savez que souvent on nous dit, on reçoit plein de messages du MAC qui fait du bien, comme quoi c'est devenu leur rituel du dimanche matin. C'est installé. tout à fait, mais Et c'est c'est bien. le mot rituel qui revient le plus souvent. vrai. On vous embrasse d'ailleurs. Et vous alors, vous disiez Oui, je disais que si j'ai besoin de prier, de méditer, j'ai besoin de rituels aussi. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de mettre une bougie, de mettre un peu d'encens, qu'il y ait un petit bol tibétain. Le corps a besoin de symboles. Et donc, ces petits rituels peuvent favoriser justement l'intériorisation, le calme mental, etc. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez aussi des expériences de psychologie cognitive, de neurosciences. Les rituels, qu'est-ce que ça fait au cerveau? Est-ce qu'il y a un lien entre le complètement. sacré et le cerveau? Mais tout à fait. Et donc, en tout cas, le rituel, le cerveau enregistre le rituel et ça l'apporte une sécurité, une paix. C'est ce qui permet de dépasser la peur, justement. Le rituel est là parce qu'il apaise le cerveau et il enregistre en même temps. Et si on arrête le rituel, il y a quelque chose qui est perturbé dans notre cerveau parce qu'il est habitué aussi au rituel. Donc, en fait, oui, il y a un lien avec les neurosciences. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, en non, bon c'est comme les gris-gris. Hein, c'est très important, les Les gris-gris, les footballeurs, on le rituels. voit. Voilà. Tout ce qui va se répéter va mettre un peu en pause le cerveau sur son environnement et donc ça permet de s'apaiser, d'entrer dans la sérénité et ça c'est très important. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de parler de la programmation parce que on dit, je crois que lorsqu'on fait un encéphalographe à un enfant entre 0 et 7 ans, c'est le moment où il est dans les ondes, ne me regardez pas comme ça, c'est vrai, les ondes θ. Mais ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où ils absorbent énormément. Et c'est là où se fait toute la programmation. D'où l'importance finalement qui pousse droit entre 0 et 7 ans. Mais- et Qu'est-ce que c'est- vous en pensez? Absolument. Et c'est pour ça que moi, je fais faire de la philosophie avec les enfants dès l'âge de 4-5 ans. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'ils ont en fait. une telle ouverture. Vous l'aviez dit. Ça. Oui, oui, tout à fait. J'ai créé une association qui s'appelle Sève, comme la sève de l'arbre, mais ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et en fait, on forme des animateurs qui vont dans les écoles, hein, on travaille avec l'éducation nationale, et on fait dès la grande section de maternelle, puis après au CP, etc. et tout, des ateliers de philo, dans lesquels c'est très ritualisé. C'est-à-dire qu'on met en cercle les enfants, il y a un bâton de parole qui se passe, et puis on prend un sujet, hein, par exemple, c'est quoi le bonheur, et puis les enfants vont discuter entre eux, et comme ça, ils apprennent à développer à la fois des facultés cognitives, de réflexion, de discernement, d'esprit critique, etc., et des facultés psychosociales dans lesquelles ils vont apprendre l'empathie, l'écoute de l'autre, l'importance de s'écouter, que l'autre a quelque chose qui peut m'enrichir, qui peut m'apprendre, ne pas être simplement dans la confrontation. Donc on leur apprend finalement à écouter, à être tolérant, à être dans le débat. Et ça, si on le fait tôt, ça change leur vie. Parce qu'après, ça évitera de devenir des adultes comme nos intellectuels parisiens qui, quand ils sont sur un plateau de télé, ils ne font que s'invectiver. C'est l'ego, en fait. C'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort. Alors que les enfants, ils apprennent, ben non. On n'a pas ça ici. À créer des terrains, À créer des terrains de dialogue, des ponts d'entente, des espaces d'entente, voilà. de dialogue. C'est vrai, c'est ça. D'ailleurs, débat, en fait. Est-ce que vous êtes pour les débats? Et je comprends pas. Enfin, Je suis pour le débat, mais Moi, pas j'aime dans le le but de la dialogue, polémique. mais est-ce pas dans le but de la que- polémique. Le problème des plateaux télé aujourd'hui, c'est qu'on recherche surtout la polémique. Voilà, C'est-à-dire c'est qu'on ça. veut des gens qui pensent radicalement différents, qui seront incapables de s'écouter. contraire. Incapables Confrontation. Confrontation. Voilà, C'est c'est dommage. Tout C'est à de la fait. différence n'est la richesse. Et alors que et on peut ne pas être d'accord, mais on peut changer d'avis. Moi, ça m'arrive des fois de discuter avec quelqu'un, C'est vrai. et je me dis, mais tu m'as convaincu. Et c'est ce qu'on Ça, c'est apprend vrai que vous êtes dès comme ça, l'enfance. Frédéric Lenoir. Ah ben, si ce qu'il dit me paraît intelligent, et je dis, ok, j'ai peut-être tort. Alors qu'il y a peu de gens
qui sont capables de dire j'ai peut-être tort, surtout en public, surtout à la télévision, parce qu'il faut toujours préserver une image, son ego, etc. Et donc si on apprend aux enfants très tôt à être dans cette souplesse, finalement cette capacité de s'écouter, de dialoguer et d'être au-delà des opinions pour développer des arguments, parce qu'il s'agit de dire je suis pas d'accord, mais voilà pourquoi. Et je développe des arguments. C'est ce qu'on appelle des habiletés de pensée. On les apprend comme ça, à argumenter, à théoriser, à conceptualiser. Mais plus on le fait tôt, plus leur cerveau, parce que je repars de ce que vous disiez, c'est qu'ils sont très ouverts. Et donc, du coup, Ce sont des éponges, ils hein. prennent, C'est ça, ils ils prennent des absorbent. habitudes de bien penser et ça change leur vie. Moi, je pense que si tous les enfants du monde faisaient de la philo dès le CP, le monde changera en une génération. Oh là là, vous vous rendez compte? Donc vous avez la clé, c'est ce que j'allais vous demander. Comment Ben, faire? c'est une des clés, c'est pour ça que Mais Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation nationale, et je regrette bien qu'il soit plus ministre de l'Éducation nationale, il a tout de suite compris ça, parce qu'il veut lancer les cours d'empathie, ce qui est une très bonne chose, Wow. et il utilise parmi les 3 méthodes qu'il utilise dans tous les tests qu'il va faire, la méthode qu'on a développée avec Sève, donc les ateliers philo, parce qu'il a compris que ça développait l'empathie. Bon, bah, de toute façon, comme il regarde Le Mac qui fait du bien, Ben, tous les dimanches matins. Tous les dimanches. tous les tweet dimanches, dessus. on aura un petit retour. Je suis curieuse de connaître votre avis sur ce monde moderne, l'intelligence artificielle. Comment remettre du sacré là-dedans? Franchement, ça va pas être facile parce qu'en fait, on nous donne tout comme ça. Puis là, on nous amène même presque du sacré artificiel. On ne nous amène pas du sacré. Quoi qu'en même temps, non, on On nous amène pas des du sacré, parce que technologies Si ça qui- réveille le sacré intérieurement, c'est pareil. Non, mais le va pas sacré, bien. c'est lié à l'intériorité, hein, la spiritualité, c'est quelque chose d'intérieur. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Après, il faut savoir l'utiliser. Et donc, moi, j'ai pas peur du tout d'une intelligence artificielle qu'on peut maîtriser, qu'on peut utiliser pour aller beaucoup plus vite, gagner du temps. Ça peut nous aider dans plein de tâches. Mais n'imaginons pas que l'intelligence artificielle, enfin, ce qui serait dangereux, c'est si on voulait fusionner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Ce que veulent certains, Bah, Elon déjà, Musk et d'autres. Le but, c'est quand même d'arriver un jour à ce que... On n'y est pas encore, mais c'est le projet. C'est de fusionner les deux. Et là, je dis attention. Parce que l'intelligence artificielle, elle est binaire. C'est une intelligence logique, analytique. Mais si vous dites ChatGPT, donne-moi un peu plus de sacré dans ma vie. Eh ben, elle va vous expliquer. Oui. Mais non, mais Mettre du par sacré des dans le images, jeu. par la Non, mais bien contemplation. sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis. Mais le regard que il y a nous, même on un a, enfant c'est ça, qui il y m'a a dit le un jour dans un atelier philo, ça, j'ai c'est demandé à ça. ChatGPT si la vie avait un sens, et il m'a répondu des choses très intéressantes que mes parents étaient incapables de m'expliquer. Donc bien sûr que l'outil, par la réflexion analytique, peut donner des informations. Mais ce que je dis, c'est que si on veut fusionner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, ça veut dire que c'est l'intelligence binaire logique, blanc-noir, etc., qui va l'emporter. Or, nos intelligences, elles sont multiples. On n'a pas qu'une intelligence logique, on a une intelligence intuitive, on en parlait tout à l'heure. Hein, quand on cherche des symboles, c'est l'intuition. On a une intelligence émotionnelle. Donc, on n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'un ordinateur. On n'est pas manichéen. On n'est pas manichéen, on n'est pas qu'un ordinateur, on n'est pas binaire. Or, l'ordinateur est binaire. L'intelligence artificielle, elle est binaire. Et donc là-dessus, je dirais qu'il faut garder cette intelligence humaine qui est faite d'intuition, d'émotion et de logique, et de rationalité logique. Et il ne faut pas que l'ordinateur prenne le pouvoir sur ces intelligences qui font la richesse de l'humanité. Alors, on dit que les sages souvent s'interrogent d'abord sur la mort avant la vie. Et est-ce que vous y voyez un lien avec toutes ces personnes qui peuvent... Parce qu'on a tous peur, parfois on a peur de soi aussi, même peur de la réussite, peur de l'autre, etc. Et finalement, ça nous divise. Est-ce que vous voyez un lien avec la peur de la mort profondément? Est-ce qu'il y aurait un lien? Est-ce que toute peur serait une peur de la mort au fond? C'est ce que pense Freud. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la psychanalyse classique, c'est évident que la peur de la mort, c'est sans doute la première de toutes les peurs, qu'on ressent très tôt. Hein. L'enfant, très vite, il comprend qu'on est Qu'est-ce qu'ils mortel. vous répondent d'ailleurs, les enfants? Les enfants, réflexions-là. alors moi, quand je fais des ateliers philo avec les enfants, je leur pose la question de manière philosophique. Je leur dis, mieux vaut être mortel ou immortel? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les enfants vous répondent, mais presque tous, hein, majoritairement, en fait, on n'a pas envie de mourir. C'est-à-dire que, bon, on a peur de la mort, mais il vaut mieux être mortel. Pourquoi? Parce que si on était immortel, on ne pourrait pas vivre sur Terre. La Terre, elle est limitée. Si on était immortel, il n'y aurait pas de place pour les autres. Il faut bien qu'il y en ait qui meurent. La vie exige la mort, en fait. Et les enfants le comprennent très très tôt. C'est-à-dire que la mort est nécessaire pour que la vie sur Terre puisse continuer. Et puis ils vous disent, si on était immortel, les méchants seraient encore là. Il y aurait toujours Hitler, Staline, Napoléon qui ferait des guerres. Heureusement que Il y en a d'autres, hein. oui, Eux mais aussi heureusement sont que les remplacés. méchants, les dictateurs sont mortels. Et puis ils vous disent des choses très profondes. Ils vous disent, si on était immortel,
on remettrait toujours à plus tard les choses importantes. C'est parce qu'on sait qu'on est mortel qu'on fait des choses importantes. Donc ça, là-dessus, c'est magnifique, franchement, il y a des réflexions philosophiques. Donc ils vous disent, philosophiquement, il vaut mieux être mortel. Mais ce serait sympa d'être immortel. Et notamment parce qu'on n'aurait pas à souffrir de la mort de nos proches. Donc voilà la sagesse des enfants. Et tout est dit. Et vous êtes pour la méditation pour les enfants? Alors moi, je suis tout à fait pour une forme de méditation toute simple. Par J'appelle exemple, ça... pour ceux qui nous regardent le dimanche, on pourrait J'appelle ça installer un pratique de rituel la- avec les parents. Moi, j'appelle ça pratique de l'attention pour pas mélanger avec le mot méditation qui peut faire un peu religieux, ce qui n'est pas le cas. Oui. Pratique de Barbant, l'attention. un peu. Nous, on démarre nos ateliers philo avec un petit temps de silence. On dit aux enfants, prenez simplement le temps d'être là, présent. Laissez passer les pensées, fermez les yeux, soyez présent à votre respiration, ressentez, là, soyez présent. Et ce temps d'1 minute de silence, ça les concentre. Ce qui fait que ça calme un peu le mental et après ils sont beaucoup plus réceptifs pour être dans le débat philosophique. Donc je fais cette petite pratique d'attention et je pense que les enfants en ont besoin parce qu'ils sont tellement pris dans l'agitation du mental, ils sont incapables, vous savez qu'ils ne peuvent pas être attentifs plus de 8 secondes aujourd'hui les enfants. Et tout ça c'est à cause de tous ces rythmes des réseaux sociaux et tout, ils passent toujours d'un truc à l'autre et tout. Et donc ça les aide, il faut développer leur capacité d'attention, ça c'est très important. Isa, est-ce que vous pratiquez la méditation avec votre Ah, tout à fait. Et ça, on le fait avant l'école. Ça lui... Alors, parce que mon fils, il a un TDAH, donc trouble de l'attention. Donc déjà que l'attention est limitée, donc là, c'est encore pire, si je peux dire ça comme ça. Et pour l'aider à bien s'ancrer, il médite, on médite ensemble. Alors, et puis on a un rituel qui est un petit peu bizarre, c'est sous la table. En fait, on a commencé comme ça quand il avait 2 ans. Ah, j'ai le et même demi. rituel, moi aussi. Mais toute seule, c'est inquiétant. Pas de détails. Non, et ça dure 2 minutes et demie. Voilà. Et on médite ensemble, avant l'école. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, justement, et qui ont des enfants qui auraient des troubles de concentration, arrêtez, François, de me regarder comme ça, parce que sinon, et avec Isabelle en plus, ça va être difficile pour moi, qui ont le trouble de l'attention, comme moi d'ailleurs, là, à l'instant, il y a certaines choses, des conseils à donner aux parents pour les enfants, là, pour qu'ils puissent pousser droit. Non mais moi ce que je viens de le dire, c'est cette petite pratique de oui. recentrement. Juste ça. Juste fermer les yeux, être présent à sa respiration, respirer. Parce que souvent les enfants ils sont en panique émotionnelle, le fait de respirer, pouf, ils se calment. Donc leur apprendre à respirer en fermant les yeux, en étant présent. Il y a des enfants qui m'ont dit, bah nous on continue de le faire ça chez moi. Quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère parce que je suis énervé, je vais dans la chambre, je médite un peu, ça va beaucoup mieux. Et j'ai un enfant qui m'a dit un jour, mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je lui ai après méditer, ça va beaucoup mieux à la maison. Vous voyez? C'est merveilleux. C'est Merci tout simple. Frédéric Lenoir. Hein. L'Odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours. Je me suis régalée et c'est vrai, vous avez cette faculté de nous apprendre des choses avec beaucoup de simplicité et de profondeur. Et finalement, notre cœur sourit. Quand Bien, on merci, vous lit, c'est beau. peu importe, que ce soit un roman, que ce soit un... C'est beau ce que vous dites. Mais c'est vrai, mais c'est parce que c'est la vérité, c'est la sincérité qui Merci, parle. Karine. Merci beaucoup. On a un petit rituel, vous le connaissez maintenant, vous êtes un habitué. On va tirer une carte ou... Voilà une Pas carte. une carte. Une carte. Un mot. Un mot, c'est vrai. Non, Un une petit phrase, papier, une une phrase. phrase qui fait Phrase, du bien, une phrase, petite ça, phrase je qui veux fait du dire, bien. Donc c'est un téléspectateur qui nous l'envoie chaque semaine. Et donc, on la lit pour encourager le maximum de personnes. Vous avez une petite phrase, vous, qui fait du bien, qui vous tient comme ça? Ben, il y en a pas mal de Allez, phrases. Une de vous? Tiens, une de vous. Alors, une de moi. Elle est c'est- autopromo. Non, mais c'est vrai. Je dis, exister est un fait, vivre est un art. Oh là là, c'est De magnifique. Frédéric. Envoyé par Frédéric Lenoir. Par De Frédéric Frédéric. Isa, une phrase de vous? Ah non, là sur l'instant, vous me prenez de court. Ouais. Parce que moi, je dis souvent la vie est une danse sous la pluie, mais c'est pas du tout de moi. Non, c'est Sénèque, ça. C'est des Sénèques. Ouais. Non, moi, ce que je dis souvent, c'est la vie, ce n'est fait que d'essayer. Essayons ensemble. On expérimente, on essaye. On Ah, voit après. Magnifique. Vous, François, je ne vous demande pas, vous en avez pas? Je plaisante. Je préférerais lire Antoine de Saint-Exupéry parce que c'est la phrase que j'ai tirée. Oula. Ne cassez Par pas le contre, plateau, vous, Karine. Karine, et votre phrase à vous? Le temps qu'ils lisent, je vais Alors, réfléchir. Philippe de Corrèze nous envoie cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Je crois qu'on l'a déjà lu d'ailleurs. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est très beau. Voilà. Si j'en ai une, enfin, vous écoute. de moi, et combien même je tombe, ce sera sur un parterre de fleurs. Ah, j'adore cette phrase. Alors, tout le monde l'a lu, c'est la mienne maintenant, hein, c'est Ah ça? non, mais pas du tout, il n'y a que François qui a lu. Oui, parce que tout le monde a sorti sa Ah ben c'est propre vrai, mais phrase. oui, c'est... Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça maintenant dans l'émission, mais je vais préparer la mienne pour la semaine prochaine. Attention. Vous l'aurez. Non, on en veut une. Hein. Allez-y, Frédéric Lenoir. Ben, ça colle un peu avec ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut de l'amour et rien d'autre. Paul Oh là Éluard. là.
Et Magnifique. c'est envoyé par Carole de Grenoble. C'est vrai. Superbe. Si vous voulez être heureux, soyez-le. Tout ça. Oh là, ça c'est hein, De Léo Tolstoï, envoyé par Chantal Denis. Oh, de Tolstoï, alors. respect. autoritaire, mais Ça me va bien. c'était il l'a lu Saint-Exupéry, je l'ai lu. François l'a lu mais- C'est à vous, Karine. On respire. Ah oui, on y va. respire. Alors, donc c'est de Romain Gary. Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer. Envoyé par Marion de Vendée, qu'on embrasse. Après ça, oui, vous pouvez. Une petite phrase de conclusion, Frédéric Lenoir. Sauver l'émission. Eh bien, réjouissons-nous d'être en vie. Voilà. C'est vous. C'est beau. Ben écoutez, voilà. Pardon. Allez, on Est-ce qu'une phrase vous est venue Isabelle, François, personne Bon ben, On a tout dit. On a tout dit. Bon ok, alors merci Frédéric Lenoir. Merci, Karine. Vous venez quand vous voulez nous voir. Merci Isa. Avec François, plaisir. vous Plaisir. venez la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait dans l'émission? On se fait du bien, c'est ça? Beaucoup de bien. Faites-vous du bien. Vraiment, passez un super dimanche. On vous aime. on vous aime. Oh là là, mal je aux vous adore, zygomatiques. Frédéric. Hein? J'ai mal aux zygomatiques. Ah non, mais c'était